Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire de l'année 2025. C'est l'occasion, comme chaque année, de prendre des bonnes résolutions. Je suis vraiment heureux de vous accueillir sur ce forum qui est relié d'une part à la page Facebook Stress et Burnout et à la chaîne YouTube Good Brain Happy Life. Nous allons au cours de l'année présenter 5 ou 6 webinaires autour de la thématique du stress et du burnout. On va s'intéresser aujourd'hui en particulier des liens étroits qui existent entre le stress et l'inflammation. Vous savez que le stress, il va agir de manière insidieuse, ça peut devenir un perturbateur majeur de notre équilibre corporel et mental, notamment lorsqu'il s'installe durablement, il va déclencher toute une cascade d'effets biologiques au niveau du corps et au niveau du cerveau. En parallèle, l'inflammation, qui est une réponse naturelle de défense de notre système immunitaire en particulier, eh bien, elle peut nuire au fonctionnement équilibré de notre organisme dans certaines conditions. Quel est le lien entre le stress et l'inflammation? C'est ce dont on va essayer de parler aujourd'hui. Nous savons que le stress chronique va pouvoir alimenter l'inflammation en perturbant le système immunitaire, en favorisant la libération de substances inflammatoires. Et cela, bien sûr, ça va créer un cercle vicieux qui amplifie tous les symptômes physiques et émotionnels. Donc ce lien intime qui existe entre le stress et l'inflammation nous montre combien notre esprit et notre corps sont interconnectés. Et on pourrait même déjà, si on doit un peu spolier la conclusion, dire que l'inflammation pourrait être le chaînon manquant entre le stress et les maladies psychosomatiques qui vont apparaître au niveau de symptômes divers et variés. Heureusement, il y a des stratégies efficaces qui existent pour briser ce cercle vicieux en réduisant à la fois le stress et l'inflammation pour retrouver un équilibre durable. Donc, dans ce webinaire, on va explorer ce lien de manière détaillée et on va découvrir des moyens concrets pour prévenir et apaiser ces mécanismes. Nous allons parler en particulier du stress oxydatif, de la glycation et des différents moyens qui vont nous permettre de nous prémunir contre à la fois un stress chronique et une inflammation chronique et pouvoir commencer l'année dans des bonnes conditions. Quels sont les objectifs de ce webinaire? D'abord, de bien comprendre les mécanismes qui existent entre le stress et l'inflammation dans le corps et le cerveau. Ça va nous permettre, à partir de cette compréhension, d'élaborer des stratégies, des approches préventives qui vont être basées sur des données scientifiques pour pouvoir, au final, améliorer notre bien-être et développer, d'une certaine manière, un bon équilibre à partir de ces données. Nous allons commencer dans un premier temps à parler du stress dans sa modalité aiguë et chronique et nous verrons que c'est ça qui est fondamental. C'est le facteur temps globalement qui est central dans la différenciation entre le stress aigu et chronique, entre l'inflammation aiguë et chronique. Et bien sûr, c'est presque deux entités différentes, l'une étant globalement positive et utile, l'autre devenant progressivement pathologique sur le long terme. On va parler un petit peu plus dans les détails des mécanismes biologiques, des conséquences que ça peut avoir sur la santé du corps et du cerveau. Et ça nous amènera à élaborer un certain nombre de stratégies de prévention qui seront reliées à ces mécanismes biologiques. Et ça sera l'occasion aussi pour moi de vous présenter une approche globale, une approche intégrative avec une formation que je propose en e-learning qui s'appelle Stress et Burnout, les nouveaux outils de prévention. Tout d'abord, revenons aux fondamentaux. Le stress aigu, c'est d'abord une réaction physiologique d'adaptation face à une situation qui peut être perçue comme exigeante ou menaçante, un danger potentiel. Cette réponse, elle va être orchestrée par le cerveau, toute la cascade neuro-endocrinienne avec le système hormonal qui va nous aider à avoir une réponse rapide, efficace et forte. C'est une réaction de courte durée qui va permettre à la fois une activation rapide de l'axe endocrinien et du système nerveux sympathique. On va avoir la libération donc d'adrénaline et de cortisol, à la fois pour augmenter la vigilance, mobiliser les ressources. Ça va permettre de développer la concentration et l'énergie. Et vous savez, c'est cette fameuse réponse qui est la réponse fight or flight, combat ou fuite, pour laquelle il faut être rapidement en action. L'idée de ce stress aigu, bien sûr, c'est qu'il va être utile de manière ponctuelle et qu'il va pouvoir, autant que possible, revenir à la normale une fois que la situation est résolue.
Là où ça va poser problème, c'est quand on va avoir une exposition prolongée ou répétée à des facteurs de stress sans récupération adéquate. On va avoir donc une activation constante du système nerveux sympathique, de l'axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien qui va s'activer en mode alerte. Ça entraîne une réponse qui devrait être temporaire dans un cadre de survie, en un état pathologique qui va dépasser la capacité naturelle de récupération de l'organisme, avec le risque d'épuiser le corps et le cerveau. Bien sûr, on va avoir cette activation persistante du système nerveux sympathique qui maintient le corps en alerte. Et bien sûr, cette hyperactivité va avoir des impacts sur le corps et le cerveau. Il va y avoir une production excessive et prolongée de cortisol qui va d'abord épuiser l'organisme, affaiblir le système immunitaire, augmenter une inflammation de bas grade systémique. Ça va également perturber la sécrétion d'insuline, on verra les répercussions. Et cet épuisement du corps et du cerveau risque d'évoluer, on le sait, en burn-out. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'installation durable du stress va avoir un impact relativement direct sur l'augmentation de l'inflammation. En parallèle, on peut parler de l'inflammation aiguë comme une réponse utile de l'organisme qui va être forte, rapide et temporaire et permettre au système immunitaire d'aider à protéger et à réparer l'organisme. Encore une fois, c'est un processus qui est essentiel pour la protection et pour la guérison. Là où ça va pêcher, c'est quand on a une installation sur le long terme qui va s'accompagner d'une réponse prolongée qui va devenir inefficace. Et ça a bien évidemment des effets toxiques, ça va surcharger et épuiser le système immunitaire. On va avoir une production excessive de cytokines pro-inflammatoires qui sont donc des substances qui vont développer et maintenir l'inflammation. Et cet épuisement et ce dérèglement du système immunitaire va aussi pouvoir générer un risque accru de maladies auto-immunes et d'infections chroniques. Donc les impacts de l'inflammation chronique va se retrouver au niveau d'une hyperoxydation des cellules et des tissus. Ça va aussi avoir des répercussions sur la perméabilité intestinale. Donc, on va avoir un passage de bactéries au niveau de la barrière intestinale, ce qui va créer un stress physiologique. On va également avoir au niveau du cerveau une perturbation de la communication neuronale. Et bien sûr, tous ces processus vont s'additionner et augmenter un stress à la fois au niveau du corps et au niveau du cerveau. Nous avons bien une relation bidirectionnelle entre le stress et l'inflammation. D'abord, cette activation de l'axe endocrinien de l'alerte va entraîner une désensibilisation des récepteurs au cortisol, ça va désorganiser la régulation de l'inflammation et empêcher la régulation du système parasympathique. On va avoir de manière répétée la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires due à l'activité du système nerveux sympathique qui libère de manière répétée de l'adrénaline et de la noradrénaline qui va augmenter la production de ces cytokines. On sait que ces molécules vont favoriser l'inflammation systémique, vont perturber la communication cellulaire et elles vont également entraîner des dommages tissulaires qui vont se répercuter aussi bien au niveau du cerveau qu'au niveau du système cardiovasculaire ou des articulations. On va également avoir un déséquilibre du microbiote avec cette augmentation de perméabilité intestinale qui permet le passage de toxines et de bactéries dans le sang, ce qui va bien sûr activer davantage l'inflammation. Et ensuite, la réduction de l'activité du système parasympathique va empêcher la régulation anti-inflammatoire de ce système en baissant en particulier les niveaux d'antioxydants. Voyons maintenant ensemble les mécanismes biologiques de l'inflammation chronique. Globalement, on va davantage s'intéresser à deux processus, l'augmentation du stress oxydatif et la glycation des protéines, parce que ça va avoir des répercussions au niveau biologique sur la fluidité des membranes cellulaires, ce qui va avoir le potentiel d'entraîner des lésions au niveau des cellules et des tissus et de diminuer l'efficience métabolique. Tout d'abord, le stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est? C'est l'effet destructeur qui est produit sur les cellules de notre corps par les radicaux libres. Ce sont des molécules qui sont particulièrement instables et qui vont chercher à stabiliser leur électron libre au détriment de la molécule voisine, ce qui fait qu'on a un processus qui va se développer de proche en proche. Et cette oxydation, comme si les cellules pouvaient rouiller, va pouvoir s'attaquer à la fois aux protéines, aux membranes des cellules et à l'ADN qui est à l'intérieur des cellules.
Quelles sont les sources de radicaux libres? Tout d'abord, vous voyez sur ce schéma, tout en bas, on retrouve ce dont on a parlé précédemment. En acteur principal, le stress chronique va augmenter les radicaux libres dans notre corps. Il y a d'autres sources, comme les rayonnements ultraviolets, comme l'excès de tabac ou d'alcool, comme la pollution au niveau des pesticides et des solvants, l'alimentation sur laquelle on va revenir un peu plus en détail, et on retrouve en particulier, vous voyez, au niveau du système immunitaire, l'inflammation qui va aussi augmenter la quantité de radicaux libres en circulation dans l'organisme. Quelles sont les conséquences du stress oxydatif? Alors, il y a des dommages, on l'a vu, au niveau cellulaire, avec une oxydation des lipides qui peuvent endommager les membranes cellulaires, une oxydation des protéines au niveau des récepteurs et des enzymes. Et tout ça, ça peut aboutir d'une part à un vieillissement cellulaire prématuré qui se manifeste notamment au niveau de la peau et des artères, des maladies cardiovasculaires avec une oxydation qui peut se porter aussi sur les lipoprotéines liées au cholestérol. On va avoir la possibilité également d'avoir des mutations au niveau de l'ADN, et là, ça pose la question également du développement des cancers, et une incidence notamment sur les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. On voit déjà qu'on se situe dans une forme de cercle vicieux où le stress oxydatif augmenté par les radicaux libres et ses différentes sources va favoriser l'oxydation, augmenter l'inflammation au niveau périphérique et au niveau systémique. On va avoir une réduction de la capacité d'adaptation au stress qui augmente le stress chronique qui lui-même va favoriser l'oxydation et le stress oxydatif. Et nous verrons dans un instant, juste après la présentation sur la formation en e-learning, les moyens de prévention du stress oxydatif, en particulier grâce à l'alimentation, et puis en prenant en compte tous les facteurs de stress oxydatif et de radicaux libres que nous avons identifiés jusqu'à présent. Nous allons parler maintenant d'un processus biochimique qui est en cause pour l'inflammation chronique, la glycation des protéines. C'est un processus biochimique où les sucres vont se lier aux protéines pour créer des produits finaux de glycation avancée qu'on appelle les AGE, qui ont des effets délétères sur la santé, notamment au niveau de l'inflammation. Ça va avoir pour effet de rigidifier les protéines, donc d'entraîner une perte d'élasticité au niveau de la peau et des vaisseaux, avec comme conséquence un vieillissement vasculaire et cutané prématuré. Il va y avoir aussi des perturbations enzymatiques qui vont être à l'origine de problèmes métaboliques, notamment d'insulinorésistance, qui peuvent conduire en particulier au diabète de type 2. On va avoir également de l'inflammation augmentée par la glycation. Ça va augmenter le stress oxydatif et bien sûr, encore une fois, augmenter le risque de maladies neurodégénératives ou de maladies cardiovasculaires. Quelles sont les sources de la glycation? Encore une fois, le coupable est clairement désigné, c'est l'excès de sucre, les sucres raffinés, qui va entraîner de l'hyperglycémie, qui va entraîner une résistance à l'insuline et la possibilité d'évoluer vers un diabète. En ce qui concerne l'alimentation, on va avoir comme coupable la cuisson à haute température, c'est-à-dire les barbecues en particulier, les wok, les fritures sont à éviter autant que possible, de la même manière que les aliments transformés ou hyper transformés à haut indice glycémique, et puis tous les aliments qui vont nous conduire à une carence en antioxydants, en vitamine D ou en magnésium. Et puis, en thème avec notre webinaire, il se trouve que le stress et l'inflammation chronique, tous les deux, vont augmenter la glycation. Le cortisol augmente la glycémie. On sait que c'est utile dans un premier temps pour avoir des ressources d'énergie pour faire face à un danger. Quand c'est sur le long terme, eh bien, ça va fournir du sucre dans la circulation. Le stress et l'inflammation vont aussi produire des radicaux libres et ils vont favoriser l'inflammation systémique, qui peut aussi s'accompagner de mauvais comportements alimentaires qui, encore une fois, vont développer le processus de glycation et l'activation des récepteurs aux AGE. On se retrouve encore une fois dans un cercle vicieux où la glycation va augmenter l'inflammation, ce qui va réduire la capacité d'adaptation au stress et même créer un stress physiologique en soi qui va lui-même s'orienter sur le long terme, petit à petit, vers un risque de burn-out. Je vous en parlais précédemment, la glycation reliée à l'inflammation va avoir un effet sur les membranes cellulaires. Ça va entraîner
une perte de la fluidité, hein, une rigidification des membranes cellulaires, et comme elles sont responsables de la régulation du milieu intérieur, des échanges d'informations, de l'adaptation à l'environnement, eh bien, on va avoir des modifications négatives qui vont entraîner une accumulation de toxines ou une carence en nutriments essentiels à la survie de la cellule. Ça peut aussi affecter les processus vitaux comme la prolifération cellulaire, comme la réparation de l'ADN par exemple. Donc le bon fonctionnement de nos cellules dépend de la santé de leurs membranes, dont on sait qu'elles sont essentiellement constituées de lipides et d'acides gras polyinsaturés. Et ça nous donnera également des stratégies alimentaires pour pouvoir réparer et renforcer cette membrane cellulaire et lui permettre de résister plus facilement aux assauts des radicaux libres et de la glycation. Voyons maintenant les effets du stress et de l'inflammation chronique sur le corps et le cerveau. On sait que les altérations dont on a vu, qui se manifestent au niveau des membranes cellulaires, le stress oxydatif, la production excessive de cytokines pro-inflammatoires vont jouer un rôle clé dans le développement de maladies à la fois métaboliques, cardiovasculaires et neurodégénératives. Et en fait, les chercheurs arrivent à la conclusion que 75 à 90% des problèmes de santé pourraient être liés à l'inflammation influencée par le stress. Je parlais au tout début de ce chaînon manquant entre le stress chronique et un certain nombre de manifestations symptomatiques psychosomatiques. Eh bien, il semblerait que ce mécanisme soit largement impliqué. Nous allons voir tout d'abord les répercussions sur le cerveau. Un certain nombre d'études, notamment en IRM fonctionnel, ont permis de mettre en évidence que quand il y a un stress répété, une inflammation chronique, on va aboutir à une réduction du volume de l'hippocampe. Elle est responsable de la mémoire et à cause de cette réduction, eh bien, on va avoir des problèmes de mémoire à long terme et des difficultés d'apprentissage. Il y a également une hyperactivité de l'amygdale. Globalement, c'est l'élément qui va nous permettre de basculer en mode sympathique, c'est ce qui va sonner l'alerte et nous mettre en stress. Et comme dans le stress chronique, elle est activée en permanence, eh bien, on va avoir ce centre de la peur, ce centre des émotions qui est tout le temps stimulé, qui va être à l'origine également de l'activité de l'axe endocrinien. Eh bien, ça va entraîner des difficultés à réguler les émotions et ça va favoriser l'irritabilité, l'anxiété et la dépression. Quand le stress et l'inflammation chronique sont installés, on va avoir également une altération de notre cortex préfrontal. Il est responsable de la prise de décision, du raisonnement, du contrôle des impulsions. Et le fait qu'il soit altéré par cette imprégnation inflammatoire et neuroendocrinienne, eh bien, on va avoir une baisse de la concentration, une difficulté à résoudre les problèmes qui, d'une certaine manière, va encore renforcer ce cercle vicieux en augmentant les facteurs de stress. Par ailleurs, la perturbation des neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, dont on sait qu'elle est essentiellement sécrétée au niveau de l'intestin, s'il y a une dysbiose, eh bien, il va y avoir un déficit en sérotonine et en dopamine également au niveau du cerveau. Tout cela va entraîner un risque accru de dépression et en particulier aussi des perturbations du sommeil liées au manque de mélatonine. Et on va avoir une perturbation des cycles circadiens, des insomnies, un sommeil qui va être moins réparateur, qui va encore une fois aggraver les effets du stress et rentrer dans cette boucle un petit peu insidieuse du stress chronique et de l'inflammation chronique également. En ce qui concerne les effets du stress et de l'inflammation chronique sur le corps, là aussi, vous voyez, on a tout un catalogue. Tout d'abord, on a des maladies métaboliques et on peut aboutir, avec cette imprégnation de cortisol, à une insulinorésistance qui peut, sur le long terme, se développer en diabète de type 2, en obésité, voire en syndrome métabolique, qui peuvent s'associer notamment à des maladies cardiovasculaires liées à la rigidification des vaisseaux dont on a parlé, à l'athérosclérose, les dépôts qui se font au niveau des artères, avec pour conséquence une possibilité d'hypertension, des risques de thrombose qui peuvent déclencher des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux. On sait que la glycation et les stress oxydatifs sont des facteurs majeurs des maladies neurodégénératives qui vont pouvoir entraîner une forme de dégénérescence neuronale, une inflammation également au niveau de la microglie. Et ça, ce sont des facteurs largement impliqués dans les maladies comme la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson.
En ce qui concerne le dérèglement du système immunitaire qui, à un moment donné, est complètement épuisé et dépassé, non seulement on va avoir la possibilité de déclencher des maladies auto-immunes, où le système immunitaire va non plus s'attaquer à un agresseur extérieur, mais aux cellules du corps, et en plus, on va favoriser la mutation cellulaire avec un risque également de cancer qui va être accru. Vous savez qu'il existe plus de 80 maladies auto-immunes parce que ça peut s'affecter sur différents tissus. Au niveau de la peau, on va avoir par exemple le psoriasis, au niveau digestif, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. On a véritablement un système qui peut se dérégler et devenir dangereux pour lui-même. On peut rajouter à ça les perturbations du système musculo-squelettique avec des tensions musculaires, des douleurs et des contractures, en particulier au niveau du dos, un risque accru d'ostéoporose dû à l'excès de cortisol qui diminue la densité osseuse. Voilà, on en arrive ensemble à la même conclusion, c'est qu'on a ce cercle vicieux du stress et de l'inflammation chronique qui s'auto-entretient et qui peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques. C'est pourquoi il nous faut choisir un certain nombre de dispositions, de stratégies de prévention. Tout d'abord, reconnaître les signes, apprendre à identifier les symptômes du stress chronique et de l'inflammation. On en a un petit peu parlé dans cette introduction, ce qui va nous amener d'une part à adopter des habitudes saines qui vont être en particulier reliés aux facteurs déclencheurs, aux facteurs d'entretien du stress et de l'inflammation. Et il sera utile d'intégrer des pratiques anti-stress et anti-inflammatoires au quotidien. Et bien sûr, tout cela peut être renforcé par le fait de consulter des professionnels, que ce soit des professionnels de la santé physique, de la santé mentale, de la nutrition, pour avoir un soutien personnalisé. Ce qu'on va voir à partir de maintenant, d'abord, je vais vous présenter la formation en e-learning de prévention du stress et du burn-out, où il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées, et ensuite nous continuerons avec les moyens de lutter contre le stress oxydatif, les moyens de réduire la glycation des protéines pour restaurer la fluidité membranaire et un fonctionnement physiologique de notre organisme. Voilà, le moment est venu de vous présenter la formation, les nouveaux outils de prévention du stress et du burn-out. Je me présente rapidement, je suis docteur Olivier Benaroche, à la base chirurgien dentiste, maintenant hypnothérapeute à temps complet. Je suis également formateur, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages. Je parlerai en particulier de ceux qui sont reliés au thème d'aujourd'hui. Et j'ai eu à cœur de fonder il y a quelques années une école, Obi-Wan Formation, qui est certifiée Calliope, qui propose un certain nombre de modules de formation en présentiel, en distanciel et on va le voir aussi en e-learning sur les thèmes de la communication, du développement personnel, de la thérapie et en particulier de la santé intégrative. C'est dans ce cadre que je parle effectivement du stress et du burn-out. Cette formation contient un grand nombre de vidéos, de quiz, de scripts, d'exercices d'auto-soin et va pouvoir aussi vous fournir une communauté de soutien pour partager et échanger des conseils. Dans cette formation, de manière progressive, on commence par comprendre les mécanismes du stress et du burn-out, dont on a un petit peu parlé aujourd'hui. On va pouvoir identifier les facteurs de risque pour développer des ressources de prévention et avoir des stratégies pour agir et se réparer d'une certaine manière. Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui désirent apprendre à gérer mieux leur stress et à se protéger du burn-out. Et elle apporte également des outils pour les professionnels de l'accompagnement, que vous soyez coach ou thérapeute avec différentes approches. Cette formation fonctionne en e-learning, en distanciel, ce qui vous permet, une fois que vous êtes connecté à la plateforme, d'avoir un cours qui est à domicile et à accès illimité. C'est-à-dire que vous pouvez visionner autant que nécessaire les vidéos, récupérer les exercices d'auto-soin, les faire pour vous-même ou éventuellement pour certaines personnes que vous accompagnez. Et bien sûr, ça vous permet d'éviter de vous déplacer, ça vous permet d'éviter de perdre du temps. Là, vous avez simplement à vous connecter sur votre ordinateur et c'est disponible en permanence. Et les auto-soins personnalisés, bien sûr, vous permettent d'une certaine manière d'adapter à vos besoins comme si vous aviez un thérapeute à domicile. Et pour la rentrée 2025, il y a une promotion qui dure encore quelques jours, donc vous pouvez profiter de 30% d'économie et en bonus, vous pourrez récupérer un e-book avec 10 recettes qui permettent justement de développer sa résistance au stress. Pendant encore quelques jours, vous avez cette promotion avec un coupon promotionnel
Vous vous connectez sur le lien de cette formation et quand vous arrivez voilà, ici sur cette page, vous cliquez sur Avez-vous un coupon et vous rentrez le code SB30 pour avoir vos 30% qui sont voilà, disponibles encore quelques jours. Nous continuons donc ce webinaire avec les moyens de prévenir le stress oxydatif. On a vu ensemble tous les impacts que ça peut avoir au niveau de la santé et au niveau cellulaire. Eh bien sûr, le moyen privilégié de combattre ces radicaux libres, ce sont les antioxydants qui vont apporter l'électron qui leur manque et qui va les stabiliser et permettre de stopper le processus du stress oxydatif. Quels sont de manière concrète les différents moyens de prévenir le stress oxydatif? Tout d'abord, il est important d'avoir des moyens de réguler le stress. Vous le verrez dans la formation, ça peut être des moyens psychocorporels comme la relaxation, comme la méditation ou l'auto-hypnose. Ça peut être aussi des moyens alimentaires. Comme on l'a vu précédemment, il est important de soigner son sommeil, de se protéger du soleil et de la pollution, d'éviter autant que possible les toxiques que sont l'alcool et le tabac, d'éviter les aliments transformés, d'avoir une activité physique modérée et régulière. Et puis, on va avoir des sources d'antioxydants qui vont être disponibles tout simplement dans notre alimentation. Il faut apprendre à les connaître, à les reconnaître et bien sûr à les privilégier. On trouve en particulier les vitamines C et E dans les fruits rouges, dans les légumes crus et frais. En général, rappelez-vous que les légumes et les fruits colorés vous apporteront à la fois des vitamines, du bêta-carotène, des polyphénols. Donc tous ces fruits et légumes de saison vont vous apporter beaucoup d'éléments antioxydants. On peut rajouter à ça un certain nombre d'éléments comme le zinc ou le sélénium. Vous pouvez trouver également des suppléments alimentaires en glutathion, en heat shock protéines. Et vous trouvez aussi dans les flavonoïdes, dans le thé en particulier, dans l'huile d'olive, un certain nombre de produits qui vont permettre d'augmenter cette activité antioxydante. Nous avons parlé tout à l'heure des problèmes de la glycation. Il y a un certain nombre de mesures qui nous permettent de réduire ce processus. En particulier, comme nous avons identifié que le sucre raffiné était l'ennemi public numéro 1, eh bien, on va privilégier des aliments à faible indice glycémique, des aliments riches en fibres qui ont pour effet de retarder l'absorption des sucres, développer l'activité physique régulière. Et nous savons qu'il est préférable de privilégier la cuisson à basse température, donc soit le mijotage, soit la cuisson à la vapeur. Et on retrouve bien sûr tous les éléments de prévention du stress et de l'inflammation qui sont du bon sens, privilégier une activité physique régulière, modérée, un sommeil de bonne qualité et utiliser différentes techniques très accessibles de gestion du stress, psychocorporelle, la respiration, la relaxation, la méditation ou l'auto-hypnose. Nous avons parlé tout à l'heure de l'importance d'une bonne santé de la membrane des cellules. Il s'agit de restaurer la fluidité membranaire. Et pour ça, il est important de consommer des acides gras essentiels. Vous le savez, qu'on va trouver dans les poissons gras en particulier, dans les bonnes huiles végétales et dans certains compléments d'oméga 3. On peut également maintenir la fluidité membranaire grâce à la phosphatidylcholine, qu'on trouve en particulier dans les jaunes d'œufs et dans les choux. Un cofacteur essentiel, dont vous savez qu'il a un effet central au niveau du système nerveux. C'est un cofacteur enzymatique qui est essentiel, le magnésium, que vous allez trouver en particulier dans les légumes verts, dans les fruits à coque, dans les légumineuses et également dans le chocolat noir. On sait également que les acides gras polyinsaturés ont un rôle important au niveau de la membrane, au niveau de la structure et de la fonction cellulaire. Ils composent plus de 60% des lipides du cerveau. En particulier, on retrouve plus de 97% d'oméga 3 dans le cerveau qui ont pour fonction d'inhiber la dégénérescence cérébrale, de favoriser la neurogénèse, de potentialiser la neurotransmission, d'améliorer les troubles de l'humeur et le sommeil. Je vous conseille d'utiliser en particulier le DHA qui est indispensable pour se protéger efficacement, pour réparer le cerveau et récupérer en cas de burn-out. On va le trouver de manière assez simple dans des produits animaux d'origine terrestre, particulièrement dans les abats, si c'est quelque chose que vous aimez. On peut le trouver aussi d'origine animale au niveau de la mer avec les poissons gras et aussi avec des suppléments alimentaires à base de phytoplancton ou de krill. Il y a également des oméga 3 d'origine végétale dans les microalgues comme la spiruline ou la chlorelle.
Nous voilà arrivés au terme de cette présentation. C'est l'occasion pour moi de vous montrer ce livre qui vient tout juste de sortir, qui est issu de mes recherches justement sur cette approche intégrative qui vise à intégrer l'alimentation, la nutrition comme moyen de prévenir le stress et l'inflammation. Et c'est un livre à la fois technique qui permet de comprendre les mécanismes, de bien comprendre les nutriments qui sont impliqués, et en même temps ludique parce que il y a une quarantaine de recettes dans lesquelles on va combiner des aliments qui sont riches en facteurs de prévention du stress et de l'inflammation. Donc voilà, si vous avez envie de cuisiner sain, de partir sur des bonnes bases pour cette nouvelle année, vous trouverez tout ce qu'il faut dans ce livre qui est disponible désormais. Nous voilà arrivés à la conclusion. Vous avez bien compris que, en perturbant l'équilibre de notre organisme, le stress va induire une inflammation à la fois périphérique et centrale, et ce déséquilibre va avoir le potentiel de conduire à une variété de maladies liées au stress et à l'inflammation. Il y a, on l'a vu, différentes sources, différents événements qui peuvent être déclencheurs, mais qui vont converger globalement vers un processus inflammatoire qui peut aggraver ou déclencher des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives, des maladies métaboliques par le biais de cette inflammation systémique. On considère aujourd'hui que l'inflammation pourrait constituer la voie commune des maladies liées au stress et au burn-out parce que ça joue un rôle soit comme facteur qui va contribuer à la progression des maladies, soit comme un élément qui survient très tôt dans leur développement. Donc l'inflammation chronique de bas grade qui est induite et maintenue par le stress chronique est sans doute le terrain commun d'un large éventail de maladies chroniques. Le stress chronique et l'inflammation sont intimement liés. Et vous l'avez vu, il y a des stratégies concrètes qui permettent de les réduire de manière à garder un équilibre de fonctionnement. La priorité est à une approche globale et intégrative. Il faut intégrer voilà, à la fois des comportements sains, le sommeil, l'activité physique, une alimentation ciblée et également incorporer des outils d'équilibration, on l'a vu, des outils psychocorporels qui vont nous permettre de rétablir, de maintenir un mode de vie globalement sain pour être en pleine santé, avoir toute l'énergie pour faire ce qui a du sens pour chacun de nous. Et c'est voilà, c'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2025, de pouvoir profiter de votre santé, de votre énergie, d'être dans une forme d'équilibre et de vous faire plaisir et de faire ce que vous avez envie. En tout cas, c'est le vœu que je formule pour chacun d'entre nous. Voilà, merci à tous pour avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça a été informatif et que ça vous a apporté des idées, des informations utiles. C'est ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire, pour des échanges sur la page Stress et Burnout sur Facebook, sur éventuellement la plateforme YouTube où vous retrouvez un certain nombre de vidéos sur des thèmes qui sont périphériques au stress et au burn-out. Bonne fin de journée.